Hey, bonjour tout le monde, bienvenue dans ton Yann et Frank d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une journée un peu spéciale parce que je vous présente en fait quelqu'un que j'apprécie énormément. Ça fait un bon bout que je pensais peut-être l'inviter dans le podcast pour nous parler du métier qu'il fait, puis également aussi du monde dans lequel il vit. Il a été directeur, mais il est toujours d'ailleurs du Collège Radio-Télévision de Québec depuis son tout début, donc il y a 35 ans. Il est on peut dire le Starbucks illégitime de milliers de personnes qui travaillent dans le milieu des médias aujourd'hui, indirectement ou directement. Ça a été mon mentor quand j'ai fait mes études il y a un an et demi, mon maître Jedi. Je vous le présente aujourd'hui, le directeur du CRTQ, Alain Dufresne. Vient d'arriver. Merci d'être avec nous ce matin. Ça met beaucoup de pression, je trouve. Oui, hein, ça vous met beaucoup de pression. Écoute, Joey, à tout seigneur, tout honneur, je te laisse poser la première question que tu... Ben oui, ben c'est ça. Une des raisons pourquoi je voulais inviter Alain, c'est justement pour vraiment le présenter aux auditeurs parce que je trouvais que c'est quelqu'un qui est vraiment extraordinaire, que j'ai appris à connaître durant ma période au collège, mais aussi principalement parce que si vous voulez avoir le pouls du monde de la radio ou le pouls du monde des médias en général interreliés, s'il y a une source qui vous bullshitera jamais, qui va vous donner la vérité, même si vous ne l'aimez pas, c'est bien Alain. Fait que la première question que je te poserais, Alain, en fait, c'est comment tu vois, mettons, au cours des 5-6 dernières années, l'évolution du monde des médias. Mettons, on va prendre l'exemple québécois, peut-être canadien, c'est un petit peu plus compliqué, mais qui est complètement en évolution, en fait. On voit, mettons, les médias traditionnels arriver comme des podcasts comme les autres, Yann et Frank et d'autres médias alternatifs de plus en plus. Comment tu vois ça de ton côté, autant comme directeur du Collège Radio-Télévision de Québec, mais aussi comme animateur de radio de longue date aussi? Là? Je pense que comme dans bien d'autres domaines, la clé, ça a été la pandémie. Il y a vraiment un avant puis un après parce que les revenus des stations de radio, pas seulement au Québec, mais au Canada aussi, allaient quand même plutôt bien, aller jusqu'à 2020. Puis on dirait que les médias se sont jamais remis de la crise. Puis de deux façons, parce que les revenus se sont éparpillés. Il y a un paquet de clients qui ont dit: «Ah, regardons ça, on a fait autre chose que de la radio, puis on a eu des résultats intéressants au plan commercial. Et il y a aussi la radio qui s'est réorganisée et qui a constaté que, ah, regardons ça, on pourrait peut-être faire de la radio avec 30 moins de monde et ça pourrait fonctionner quand même. Alors, il y a eu à la fois moins de recettes depuis 5 ans, moins de revenus, d'argent qui rentre dans les stations de radio, mais il y a eu une réorganisation extrêmement importante au niveau des équipes de radio. Je pense que on a réduit, puis ça leur tente pas tant que ça de revenir à ce que c'était à la taille là, initiale de 2018-2019, par exemple. Est-ce que vous pensez que le changement technologique ou l'accélération du changement technologique qui est permis par ce qu'on fait en ce moment, par exemple, là, avant, moi je me souviens, avant la pandémie en radio, tu sais, les chroniques, les interventions, ça se faisait soit au téléphone, soit en personne, mais c'était mieux vu de faire ça en personne. Maintenant, la radio, ça a un peu explosé. On voit des animateurs qui ont des chroniqueurs d'un peu partout dans le monde, qui sont connectés comme on le fait en ce moment à Mm. distance. Donc, ça a permis quand même un espèce de ce renouveau technologique-là, à mon avis, de donner un petit coup d'air frais à ce média-là qui était très traditionnel, si on peut dire, là, dans le sens que on vient, on est sur place ou on est au téléphone. Téléphone, souvent, la ligne est très mauvaise ou Ouais. c'est pas particulièrement agréable d'entendre un chroniqueur au téléphone, à mon avis, à moi. Là. Je ne sais pas comment vous voyez ça, les nouvelles technologies dans le monde de la radio, par exemple. Ça a forcé tout le monde à prendre un virage technologique qui aurait dû être pris il y a au moins une dizaine d'années. La radio était en retard sur tout le monde. Moi, je me souviens d'avoir vu des stations de radio où on installait des caméras pour faire du streaming. La première que j'ai vue installée, j'étais à Rock Détente à l'époque, au début des années 2000. Donc, c'est pas d'hier que l'idée a germé, mais
on ne savait pas quoi faire avec des caméras et des invités. C'est un peu comme si c'était des caméras de surveillance. Tu avais l'impression que tu étais chez Pinkerton avec une caméra pour s'assurer qu'il n'y a pas personne qui entre avec un gun dans un studio. Tu sais, c'était pas ça. Il n'y a pas d'intérêt à avoir une caméra fixée sur un animateur qui lit son journal parce qu'il fait un chiffre tout seul puis qu'il y a un enchaînement de 20 minutes de musique avant sa prochaine intervention. Il n'y a pas de show. Et quand on a compris qu'on pouvait faire un show avec la radio, et ça a pris, c'est tout récent, tout récent. Quand on pense que la radio a plus de 100 ans, ça fait quoi? 4 ou 5 ans peut-être qu'on sait vraiment quoi faire avec des caméras dans un studio. Maintenant, il existe des postes dans les plus grosses stations là, de réalisateurs à la radio, exactement comme à la télé, avec 4, 5 caméras dans les studios, une sur l'animateur, une sur les invités. Alors, la technologie existait. Ça me fait penser un peu au premier balbutiement d'Internet. Il faut que ça serve à quelque chose d'être vieux. Là. Je me rappelle le tout début, où quand tout le monde dit Ah, on va être connecté sur la planète. Puis, ouais, mais pour faire quoi? On ignorait toutes les possibilités qu'Internet allait pouvoir donner. Puis c'est un peu la même chose pour les caméras et le streaming et ce que vous faites. C'est-à-dire que d'abord, les gens ont fait l'erreur de penser que la radio et les balados, c'était extrêmement différent. Pas du tout. Pas du tout. Ce qu'on fait là aujourd'hui, la plateforme sur laquelle on l'a fait, ce n'est pas une antenne sur une montagne qui envoie des ondes à du monde qui nous écoute dans des chars. Par contre, il y a peut-être des gens qui, là, nous écoutent sur leur cell, branchés sur le Bluetooth, dans la radio, dans le récepteur. Il n'y a aucun espèce de changement. Et la mission fondamentale des animateurs, de ce que vous faites, de ce qu'on fait, là, si au cours des prochaines minutes, on se parle entre nous autres, on se fait un party que juste nous autres qui comprend et qui apprécie, les auditeurs vont sacrer le camp et on va avoir manqué notre coup. Et c'est exactement la même chose si on faisait tout ça à la radio. Alors, l'avènement technologique a rendu plus accessible a peut-être démocratisé, je dirais, l'accès aux ondes et ça n'a pas rendu plus facile l'obligation de faire un bon show. Et quand je vois comment Joey travaille, je pense que c'est un bon exemple. L'émission que vous faites a du succès parce qu'il y a des efforts. Et parce qu'il y a des efforts, l'émission est bonne. Et parce qu'elle est bonne, les gens qui écoutent une journée reviennent le lendemain. C'est aussi simple que ça. Je sais qu'on s'en était déjà parlé, toi et moi, il y a déjà un certain bout de temps, mais pour le bénéfice des auditeurs, on dit souvent que le monde de la radio, mettons la radio FM uniquement, c'est en déclin. La radio dans 20 ans, il n'y en aura plus. On voit clairement justement la montée des podcasts, des balados et de tout le monde est sur Internet, les applications aujourd'hui. Puis, à la limite, on peut même rajouter la logique bobo montréalaise que d'ici 20 ans, on n'aura plus de char, fait qu'on n'aura plus de radio, on n'aura plus de trucs avec une radio dedans pour l'écouter. Mettons, si on pousse le bouchon trop loin. Qu'est-ce que tu penses de cette affirmation-là? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Comment tu vois ça de l'intérieur? Si on enlevait le mot radio, parce qu'il y a une connotation technologique avec un poste récepteur sur une table ou sur le tableau de bord d'une voiture. Appelons ça juste de la communication audio. Et ça existait, ça va continuer à exister. Ce que l'on fait présentement, on n'a aucune idée si les gens nous écoutent avec l'image ou juste avec le son. C'est pour ça que pour moi, que ça existe ou non, je pense que la réponse est oui. Si on faisait la somme de tous ceux qui font une balado n'importe quel jour de la semaine et qu'on additionnait tous les auditeurs radio, je pense qu'il y aurait plus de monde qui écoute maintenant quelque chose pour se divertir qu'auparavant. Si je posais la question, est-ce qu'on va écouter plus de musique ou de contenu verbal? Là, il y aurait peut-être un bon débat à avoir, c'est-à-dire est-ce que les gens vont continuer d'avoir un pipeline musical comme une station de radio pouvait l'être à l'époque, c'est de moins en moins vrai. Ou est-ce que les gens vont vouloir avoir un compagnon qui va les accompagner pendant toute la journée, que ce soit sur le téléphone, sur l'ordi ou un peu partout? C'est pour ça que, pour moi, le côté, quand on parle de radio et qu'on limite ça à un appareil récepteur d'un signal FM qui vient d'une antenne sur une montagne, je pense qu'il s'est passé un petit peu à côté du débat. Parce qu'avant le FM, il y avait le AM. Et le AM est mort, puis le FM a connu des années absolument glorieuses par la suite. Alors maintenant, si aujourd'hui, les Bell et Cogeco de ce monde disaient au prix que ça coûte avoir une antenne puis de passer avec Industrie Canada pour toutes la réglementation qu'on connaît, CRTC et tout, on va en ligne, nous autres. Ben, si le produit est bon et que déjà 50% des gens écoutent en ligne, ben,
je pense qu'ils vont migrer vers là. Ils vont aller. L'idée, puis ça a été longtemps un des problèmes de la radio, puis ça l'est encore, je pense bien, c'est que la radio traditionnelle, puis quand je dis traditionnelle, c'est pas juste avec une antenne, là, c'est au niveau du contenu là, qui ne change pas puis qui évolue pas avec les années. C'est comme l'Église qui perd chaque jour un peu plus de paroissiens, puis où le curé dit on va donner un meilleur show. On va essayer avec des hosties au beurre de pinot à la place. Peut-être que les gens vont aimer Ouais. ça. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est de sortir de l'Église, puis aller chercher les gens où ils se trouvent, Ouais. sur le trottoir, puis de leur dire hey, on a un show. Et si on s'aperçoit que les gens ne veulent pas rentrer dans l'Église, ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas être divertis puis qu'ils ne veulent pas entendre des messages. Allez où les gens se trouvent. Et les Ouais. gens se trouvent en ligne. Je pense que tôt ou tard, c'est là que la radio va se faire. Oui. Mais Ouais, vas-y. quand vous dites, ça m'a fait penser à quelque chose lorsqu'on parlait de retard technologique ou de. On dirait que c'est comme un peu une forme de conservatisme, non pas au sens politique, mais au sens premier du terme là, qu'on a observé au Québec. Parce que moi, je me souviens, avant même de m'intéresser au portrait radiophonique québécois, je consommais beaucoup de radio en Europe. En Europe, c'était complètement l'inverse. Je me souviens d'avoir écouté des émissions à Énergie Europe, à Énergie France en 2010-2011 et tout était déjà filmé. Il y avait des caméras multiplans dans le studio. Il y avait même ils mettaient du public dans le studio, des gens assis, puis ils allaient voir le public avec des micros, puis ils les faisaient interagir dans l'émission. Puis je me souviens après ça d'être tombé sur la radio québécoise, puis je me suis dit, oh, là, je pense que je viens de faire un retour 25-30 ans en arrière, que là, on venait de découvrir le Facebook Live, mettons, puis là, il faisait des séquences de 30 secondes où il filmait quelqu'un un peu mal à l'aise parce qu'il n'a jamais été face à une caméra. Mais je pense que c'est peut-être ça la différence avec les podcasts qu'on voit émerger en ligne de plus en plus, c'est que comme c'est souvent audio-vidéo, ben là, les gens sont plus habitués de faire face à une caméra, parler à une caméra, puis interagir avec un certain visuel. Mais je peux comprendre, je ne sais pas ce que vous pensez de ça, je peux comprendre qu'il y a une certaine réticence aux vidéos parce que moi, je l'ai remarqué, puis je pense que Joël l'a remarqué aussi. Lorsqu'on fait du podcast, les gens, uniquement audio, les gens sont concentrés sur ce qu'on dit. Lorsque vous faites rentrer la vidéo, bon là, j'ai une bouteille là, de trucs là, ici là, pour les brûlements d'estomac. Si je la prends, puis je la laisse là, puis je continue à parler, ben là, il y a quelqu'un qui, dans les commentaires, va écrire « Ah ouais, Frank, ouais, grosse soirée hier, c'est quoi qui se passe dans ta vie? Regarde la bouteille. » Puis là, il écoute plus ce que je dis. Il regarde la bouteille de Pepcid qui est au bout de la table. Donc, l'aspect vidéo, je pense en rebutait quelques-uns parce qu'on sait d'une certaine manière que l'attention est un peu détournée de ce qu'on dit pour se focaliser sur des éléments visuels. Je ne sais pas ce que vous pensez de ça. Là. Il n'y a rien de plus vrai que ça. Il y a deux choses. Ce que tu dis est vrai. Bienvenue à l'ère des TDA, où la moindre source de distraction fait qu'on perd le fil. Par contre, il y a un gars qui s'appelle Joe Rogan qui prouve le contraire. C'est-à-dire que même s'il il fait une entrevue intéressante, puis qu'il se met un cigare dans la bouche, puis qu'il l'allume, puis il y a visuellement quelques sources de distraction. Une fois de temps en temps, même lui demande à son équipe de faire référence à quelque chose qui passe. Puis on voit qu'il quitte la caméra des yeux, puis il regarde ce qui se passe à la télé, puis il le décrit. Puis bon. Et en réalité, on le suit plus ou moins distraitement, c'est-à-dire qu'on écoute ce qu'il raconte, mais on ne s'attend pas à ce qu'il se passe quelque chose sur son plateau, à part lui, puis une shot de lui, puis une shot de son invité. Alors, ce que moi, ça me donne à penser, c'est que ça me fait un peu penser à l'industrie musicale, où à l'époque des disques, on disait, ben le gars, il est bon sur disque. Après ça, ben, il a eu la possibilité de faire des tournées au fur et à mesure que le Québec s'est développé. Puis là, le gars a dit, moi, pas être obligé d'apprendre à danser. Moi, mon trip, c'est jouer de la guitare puis chanter mes chansons. Bon, OK. Le showbiz
a évolué et maintenant, un gars qui faisait juste rester debout derrière son micro pour gratter ses chansons, n'avait plus trop Et la télé est arrivée dans les années 60 et là, n'importe qui faisait un peu n'importe quoi. Puis l'important, c'était d'avoir une twist, puis un costume spécial, puis tu pognais. Et les musiciens sont quand même adaptés. Et quand la vidéo est arrivée, ils se sont dit « Ah, merde, dis-moi pas qu'en plus, on va être obligé d'apprendre à faire du cinéma pour être capable de vendre nos chansons. T'es un musicien, je peux juste faire ma musique? Non, Ouais. la vidéo est arrivée. » Ça a progressé graduellement, les choses changent. Je pense que ça demande beaucoup plus maintenant que ça demandait il y a 25 ans faire de la radio, en particulier parce que l'aspect visuel est là. L'animateur qui a un tic, et ça n'a jamais paru à la radio, mais une fois de temps en temps, il cligne des yeux. Ça va être compliqué, là. Ouais. Maintenant, le visuel fait partie de... C'est facilement accessible et ça peut être un très, très bon outil. Alors, on peut ne pas se plier à ça, mais je pense qu'on va se condamner lentement mais sûrement à pas disparaître, mais on se prive de plateformes de diffusion et d'auditeurs qui, eux, aimeraient avoir un peu de visuel pendant le temps qu'on Ouais. parle. Je ne vois pas ça comme une limitation ou une contrainte, je vois ça comme une nouvelle possibilité. Pour revenir un peu à ton point de l'Église qui cherche des fidèles un peu, ça me fait, tu m'ouvres la porte carrément là-dessus. Qu'on parle plus davantage médias traditionnels, parce que pas uniquement, on pense que pour les auditeurs qui ne le savent peut-être pas, on pense que tu formes uniquement des gens qui vont faire de la radio ou un peu dans le podcasting comme moi, je suis dans les premiers, mais au contraire, il y en a plusieurs qui s'en vont en journalisme dans différents médias. On connaît sur les médias de Québécois, ou même à Radio-Canada, tu en as vu plusieurs passer, on en connaît beaucoup. Comment tu vois justement j'allais dire la non-remise en question, malgré que c'est ça. Ils font quelques pas dans la bonne direction, tranquillement, mais sûrement. Là, il faut quand même le reconnaître. C'est Cube Radio du côté de Québécois. Là, ils commencent tranquillement à embarquer dans le jeu, mais disons que ce que plusieurs appellent le dôme, là, disons que ça a beaucoup protégé ce milieu-là pendant longtemps. Et maintenant, aujourd'hui, ils sont quasiment pognés les culottes à terre parce que de plus en plus, il y a de moins en moins de gens, surtout des plus jeunes générations, qui les écoutent plus. Et au lieu de vouloir essayer de les rechercher, du moins, certains essayent un peu, mais j'ai l'impression qu'un peu comme Frank dit, on est quasiment 15 ans en retard. Là. Faut mieux tard que jamais, mais j'ai l'impression que, en tout cas, premièrement, on ne reconnaît pas le problème, que c'est peut-être nous autres, puis deux, on est comme en mode double down avec les vieilles générations jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. Je ne sais pas si tu penses la même affaire. Là. Tu veux dire dans la vision des choses qui est davantage une vision de boomer qu'une vision de génération plus jeune? En gros, une réelle introspection du monde des médias d'information au Québec depuis une vraie. Tu vraiment dire, OK, on se regarde dans le miroir, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Est-ce que on fait de certains trucs trop partisans où on focus davantage sur des nouvelles qui sont trop rapides? On est rendu une période aussi que les gens sont prêts à écouter davantage plus que des clips de 2 minutes et demie. Je vais donner un exemple de ce que Joey, je pense, essaie d'illustrer. Par exemple, dans la dernière campagne électorale américaine, si vous regardiez la vaste majorité des émissions d'information au Québec ou des émissions de radio, on nous disait c'est certain que Kamala Harris va gagner, c'est la meilleure, c'est ci, c'est ça. Et on était dans les seuls à dire attendez, là, si on analyse les agrégats de sondage, puis on allait dans des données quand même assez poussées, puis on a essayé d'amener les auditeurs à connaître c'est quoi les marchés prédictifs. Les gens qui font des paris sur les élections. Puis on était dans les seuls à dire il y a quand même un bon pourcentage de chances que c'est pas ce que vous pensez qui arrive. Et finalement, on a attiré beaucoup de gens à cause de ça parce qu'on tenait un discours où on essayait d'expliquer un côté de la médaille que peu de médias essayaient d'aborder. Puis c'est comme si le jour de l'élection ou le lendemain, là, il y avait un grand postpartum électoral dans les médias du Québec, comme si personne n'avait vu ça venir. Bien, nous, on regardait ça et on se disait, mais dans quel monde ces gens-là vivent? L'information qu'on parlait là, était accessible à tout le monde. On ne l'a pas inventée. C'est un très bon point. Et je pense qu'il y a personne, s'il y avait eu un seul média qui avait dit, les amis, tout le monde est dans le champ, OK? On voit venir gros comme un train que c'est Trump qui va rentrer. Probablement qu'il se serait fait ramasser par les concurrents qui auraient dit vous êtes fous. Et au lendemain de l'élection, je pense qu'il se serait pété les bretelles en disant ah, on vous l'avait dit, hein, quelle que soit l'option politique, on ne vous disait pas qu'on était pro-Trump, on vous disait qu'on voyait venir le train, puis on a été les seuls
à voir venir ce train-là. Dorénavant, si vous voulez vous connecter sur une information qui voit les choses et qui a une vision 360 degrés, connectez-vous sur nous. Mais je pense qu'un des problèmes qu'il y a, c'est une des choses qui a le plus rétréci, qui a le plus diminué depuis 5 ou 6 ans dans des stations de radio et de télévision, c'est les services d'information. 2 raisons pour ça. Ouais. Premièrement, les coupures budgétaires. On dit dans le monde des communications, un animateur, c'est un revenu parce qu'il fait des pubs, un journaliste, c'est une dépense. Il coûte quelque chose. Alors, on comprend bien qu'autour d'une table d'un conseil d'administration, on dit, wow, comment est-ce qu'on ferait pour couper des salaires? Puis, c'est tout ta job, buddy, qu'on va couper ou bien on va couper quelqu'un sur le plancher. Alors, évidemment, on coupe toujours sur le plancher. Après ça, on dit, est-ce qu'on coupe l'animateur qui vend des pubs? Ben, on coupe le journaliste. Ouais, on pourrait se connecter sur une agence d'information. Et on s'aperçoit qu'il y a de moins en moins de sources mainstream au niveau de l'information, de moins en moins de sources et de moins en moins de monde pour alimenter la source. Si je vous dis que la plus grosse salle des nouvelles, avec des journalistes dont la job est d'aller sur le terrain couvrir de l'actualité à l'est de Montréal, avec des de vrais journalistes dont c'est la seule job, là, c'est Saint-Hilarion dans Charlevoix avec 3 journalistes. Il n'y a aucune station de radio à Québec qui a 3 journalistes à temps plein dans sa salle des nouvelles. Mais s'il n'y a pas ça à Québec, il n'y a pas ça à Trois-Rivières, puis il n'y a pas ça à Sherbrooke, puis il n'y a pas ça nulle part, hormis Radio-Canada. Là. Alors, à partir du moment où il n'y a plus de journalistes dans les salles des nouvelles, où qu'on met un gars qui couvre toute l'actualité totale entre les raccourcis, le gars va se fier sur ce que dit Radcan, sur ce que dit la presse, sur ce que dit le Journal de Québec. Ben c'est ça, je vais te laisser continuer après de jouer, mais je pense que la conséquence négative de ça, lorsqu'on ne se projette pas à long terme, c'est que on crée chez le public la perception qu'il y a un message coordonné entre différents médias qui répètent toute la même chose parce j'ai pas d'exemple en tête, là, mais à un moment donné, on en avait sorti un cas. Tu sais, l'agence France Presse ou la presse canadienne avait sorti une dépêche sur une nouvelle et là, en l'espace de 45 minutes, elle était sur tous les médias avec le même titre puis des fois la même faute dans le texte. Là. Mm-hmm. Et là, tu te dis, ben, les gens qui ont développé l'impression et qui sont convaincus que les médias traditionnels leur mentent et répètent toutes les mêmes affaires, c'est pas avec ça que vous allez les convaincre du contraire, les amis. Là. Et ça, je pense, c'est probablement une conséquence de ce que vous dites, là, qu'il n'y a plus vraiment de bureau de journalistes, que les médias, ben, dans le fond, se fient un peu sur les autres. Fait que là, tu vois la nouvelle de Radio-Canada, tu vois Agence France Presse ou Reuters ou tout ça, ben là, tout le monde copie l'art. Des fois, avec la même photo, le même titre. Je pense que l'exemple, c'était un article qui était sorti au départ dans CTV qui disait Pierre Poilievre, Dog Whistle, Far Right, telle affaire. Puis là, c'était comme copier-coller dans tous les journaux en même temps. Puis même les conservateurs eux-mêmes avaient fait une espèce de mosaïque en disant regardez ce que les médias disent nous. Et là, c'était tout copier-coller, tout le même article avec le même titre. Et c'est pas uniquement québécois, on s'en rappelle, le lendemain du débat de J.D. Vance avec Tim Walz, là, il y avait comme je me rappelle plus c'était quoi, mais il y avait comme un genre de catchphrase qui disait the debate was 3 petits points, puis je pense qu'il y avait ABC, Newsmax, en tout cas, il y avait comme 5-6 que c'était exactement le même titre ou les mêmes trucs. Fait que tu te dis... Puis c'est un peu ça. Puis je pense que tout ça est relié également au fait que on est rendu dans l'information continue. On est vraiment en mode fast-food d'infos. Chaque minute compte. Tout est des sujets complexes. Il faut le faire, il faut le sortir en moins de 2 minutes et demie. Puis encore 2 minutes et demie, c'est beaucoup dans ce monde-là. Alors qu'à l'époque, tu avais le bulletin du matin, le bulletin du midi, le bulletin de fin de journée, puis le bulletin de soirée, ça finissait là. Puis je suis un peu nostalgique de cette époque-là. Je sais pas de toi, Alain, de ton côté. Là. En fait, tu touches un des points les plus importants. Je suis content que tu y aies pensé. Ça m'avait sorti de l'idée, de l'esprit. Un des points tournants en termes d'information, c'est quand l'information en continu est arrivée et l'obsession d'être le premier sur la nouvelle. Ce qui est le fun en théorie, là, mais en pratique, ce que ça amène, c'est que tout le monde est tellement pressé que l'idée, c'est de faire circuler l'information, puis après ça, on vérifiera ce qu'on... Mais l'important est surtout de dire que c'est nous autres qui a sorti la nouvelle. Et d'ailleurs, ça avait fait sursauter bien des journalistes quand sont arrivées les plateformes, le journaliste se faisait dire la première place que tu dois sortir, c'est en ligne pour montrer qu'on est très actif, on est très réactif. Ta nouvelle, avant de la donner à l'animateur en ondes ou ben non, de le passer dans ton bulletin de nouvelles, mets-la sur Twitter dans le temps, X maintenant.
Alors, c'est un choix pour prouver que tu es le plus rapide, puis qu'il n'y a pas de temps entre le moment où la nouvelle sort et le moment où on la met en onde. Des fois, c'est peut-être juste 5 minutes, le temps que l'animateur termine son entrevue, puis qu'ils disent on a un breaking news, il vient de se passer telle affaire, notre journaliste est sur place. Ah non, mets-les sur Twitter tout de suite. On va voir qu'à 11h32 et 20 secondes, c'est toi qui as été le premier à la poster. Alors, il n'y a pas beaucoup de journalistes qui aiment l'information en continu à cause de l'obligation. La sortir vite est devenue une obsession. Ça me fait un peu penser à ceux qui, encore pour des raisons purement télévisuelles, quand on envoie des gens faire des reportages dehors, t'es en plein milieu de la tempête puis de l'inondation. Je le sais qu'il pleut, je regarde dehors puis je le vois. Les journalistes ne sont pas les premiers à vouloir faire ça. Aller sur place dans la tempête puis dans l'ouragan en Floride puis voir passer des 2x4 puis des pancartes en arrière de toi. Tu serais capable de la décrire puis de montrer qu'une carte qu'avait dans 2 heures, ça va être rendu chez vous. L'espèce le côté showbiz et urgence qu'on a donné à l'information, tout n'est pas un breaking news. Des fois, la nouvelle, elle fait juste arriver. Prends le temps de la fouiller un peu plus et va plus en profondeur. Ton auditeur qui est capable de l'avoir sur son téléphone, après avoir vu que la nouvelle existe, il va vouloir savoir pourquoi, comment. Et avec quelqu'un qui a pris le temps de regarder comme il faut l'information. C'est ça qui est dommage parce que justement, tu parles de gens qui fouillent plus. Je pense que c'est surtout ça qu'on manque. Il y en a encore des rares qu'on parle souvent dans le podcast. Thomas Gerbet, qui est vraiment un des derniers à vraiment faire sa job, puis prendre son temps, puis préparer des dossiers, puis il ne gêne pas de fouiller, même si le politico, il ne tripe pas vraiment là-dessus, il y va. Anciennement, avant, Michel Morin avec l'histoire d'Hydro-Québec, Francis Veil, une fois de temps en temps, de la fraise, sort des bons textes. Mais il y en a plus de 36 000 d'aujourd'hui de journalistes qui font ça, alors que si la majorité, je comprends, pas tous les journalistes au Québec peuvent être des journalistes d'enquête. Là. Je comprends qu'il y a des journalistes locaux, puis c'est tout ça, je comprends la réalité. Mais qu'ils n'ailleraient, mettons, mais juste 10% de plus, ça serait du jour et la nuit, selon moi. Là. On est vraiment à une époque justement, de fast-food, il faut que ça sorte vite absolument. Et c'est un peu aussi pour ça que, regarde, tu vas dire qu'on profite de la vague, mais que des podcasts comme nous autres, on en profite parce que, regarde, je vais te le dire, puis tu es un gars de stats, je sais que tu aimes beaucoup ça. Là. La majorité de notre auditoire, regarde, je généralise ici, je sais que c'est pas de majorité, mais c'est ça. Nous, on joue vraiment dans les hommes, c'est quoi, c'est 35-54 dans ce coin-là, Frank, en termes de groupe d'âge? Ouais, le gros groupe d'âge, c'est ça, entre 35 et 54. Ouais. Puis encore là, on a des femmes qui nous écoutent, on a des jeunes comme des plus vieux, on ne vous met pas de côté, mais généralement parlant, c'est la majorité, c'est une grosse partie de notre auditoire. Mais c'est majoritairement des gens que, pour la plupart, justement, voyaient clairement que soit ils ne se faisaient pas assez informer ou qu'ils ne donnaient pas l'entièreté des détails dans les nouvelles, ou que carrément, disons qu'il y a eu dans les dernières années avec la pandémie un discours très passe-partout, si je peux me permettre, là, vraiment nous prendre comme les enfants de 5 ans. Là. Et aussi le fait que, justement, on ne fouille plus. Et on voit clairement que le taux de fois aussi que ces médias-là nous ont dit quelque chose, puis finalement, l'inverse est arrivé ou qu'ils sont carrément plantés. Puis au lieu de faire un mea culpa ou seulement de faire un correctif, ils balayent du revers de la main comme si c'est jamais arrivé. Hashtag le lendemain de la dernière élection américaine. Disons que la perte de confiance, puis c'est un peu là aussi que je trouve, puis regarde, je vais terminer ce sujet-là avec toi avant de passer à d'autres choses. Vraiment l'aspect d'incapacité d'introspection. Parce que j'en ai écouté le représentant de la Fédération des journalistes du Québec, puis de tout ça, puis de se dire, ah ouais, la confiance des gens. Je me rappelle, il y avait un article dans Le Devoir, il y a de ça 1 an, puis ils en ont refait un cette année pour expliquer que justement le taux de confiance continue de baisser continuellement. Puis à toutes les fois qu'ils demandent à un spécialiste de la raison pourquoi, c'est parce que les gens sont rendus sur Internet puis sont désinformés. Puis c'est jamais de votre faute. Hein? C'est tout le temps les gens, c'est tout le temps la faute de ces gens-là qui sont trop caves pour vous comprendre. T'sais. Je trouve que vraiment, je comprends que c'est pas l'entité des journalistes qui a ce style de mentalité-là, mais je trouve qu'il y a comme un fond de profond mépris et hautain envers le citoyen lambda, de dire, là, nous autres, la classe médiatique, là, les plébéiens, il faut le comprendre que nous sommes les archanges du 4e pouvoir et on est intouchables. Mais à un moment donné, je pense qu'il y a un peu de test d'humilité qui doit être amené. En même temps, vous vivez vous autres même ce que les médias vivent. C'est-à-dire que si tu veux aller couvrir un procès au palais de justice, tu perds ton journaliste pendant 1 semaine, 2 semaines. Mets-les à 50 000 $ par année. Il n'y a plus de journalistes à ce prix-là, mais mettons 50 000, faire un chiffron. Ça veut dire que s'il est là 2 semaines, ta nouvelle, elle te coûte 1 000 $ par semaine. Ça fait qu'il y a des équipes qui sont capables de se payer ça, mais pas tout le monde. Dans ce que vous faites comme émission, il y a vous qui prenez le temps de fouiller et vous êtes
corps et âme dans l'émission que vous faites. Pour vous, c'est devenu une business et il faut que ça fonctionne et vous devez mettre du travail parce que Oui. les gens qui viennent chercher un supplément d'information, si l'ensemble de ce que vous racontez, c'est juste, je pense que, puis mon ami Kevin me disait que, J'ai entendu dire que. ouais, c'est ça, vous allez perdre du monde. Mais ce qui est pour vous le problème de crédibilité, c'est de dire on n'est pas comme les autres. Nous, quand on prend le temps de fouiller un dossier, savez-vous quoi? On prend le temps, on met des heures. Mais en même temps, vous êtes en concurrence avec des gens qui ne prennent pas le temps et qui vont finir leur journée, embarquent le soir et qui pensent à leurs idées au fur et à mesure qu'ils s'expriment en avant de la caméra, puis qui recommencent le lendemain, puis qui ne consacrent pas le même temps puis la même Ouais. qualité de préparation que vous autres vous faites. Alors, c'est pour ça que d'un côté, il y a des médias qui font bien leur boulot et qui font l'introspection nécessaire et qui questionnent et qui mettent des efforts, d'autres non. Et c'est la même chose dans votre domaine, mais maintenant que c'est devenu une industrie qui va bien, et il sort à propos 7500 nouveaux balados par jour. Chaque fois que le soleil se lève avant la fin de la journée, il y a 7500 nouveaux balados de plus dans le monde. Alors, vous qui essayez de dire, il y a du monde qui font des balados tout croche, il y a du monde qui fait des balados sur des sujets inintéressants. Nous, on essaie de faire quelque chose. On est devenu un média crédible. Quand on parle, il y a des gens qui nous écoutent. Il y a des gens qui attendent de voir ce qu'on va dire puis ce qu'on pense d'un sujet. Mais ça demande du travail. Ça demande du temps. Ça demande des efforts financiers. Parce que pendant le temps que vous faites du travail de préparation de vos shows, l'argent ne rentre pas pendant ce temps-là. Vous faites de la préparation. Et pendant le temps que vous êtes en onde, vous n'êtes pas en train de vendre des choses. Alors, l'information de qualité, elle a un coût. Et c'est au moment où on vient pour la payer qu'on dit wow, 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 OK, c'est correct. Finalement, faire de la musique, ça coûte combien? Au niveau de la radio en particulier. Et souvent, les décisions vont se prendre comme celle-là. La musique, sur un programme de Montréal, puis qu'on met quelqu'un qui dit l'heure à température 2 fois à l'heure, on peut le payer au salaire minimum, puis OK, la première pièce de profit, elle rentre un peu plus rapidement. Mais c'est un peu la même chose dans votre cas, vous autres aussi. Ouais. Quelqu'un qui fait n'importe quoi en ondes, il est dommageable pour tous les balados qui se cassent la tête pour faire une émission de qualité. Et c'est un peu la même chose pour la radio. Quelqu'un qui tolère en ondes des animateurs qui disent n'importe quoi et sans préparation, c'est dommageable pour l'industrie, pas juste de la radio, l'industrie de l'information dont vous faites partie, dont les médias écrits font partie, puis dont la télé fait partie. Parce qu'à un moment donné, si tu tolères ça en ondes à la radio, que tu tolères ça à la télé, les gens finissent par plus croire à rien. Oui. Une des choses que j'ai remarqué, peut-être, qui est de l'influence parce que la radio influence le podcast influence la radio, je pense, de plus en plus. Moi, ce que j'observe depuis quelques années, c'est qu'il y a une ouverture vers les nouvelles internationales qu'il n'y avait pas avant. Mhm. La radio, veut pas, c'est un média de proximité, dans le sens que, bon, les gens sont dans leur voiture le matin, on y va avec le cliché un peu, là, mais là, c'est important, la circulation, est-ce qu'il y a une tempête qui s'en vient, ça va être quoi la météo dans le retour quand je vais revenir? Mais de plus en plus, j'écoute des émissions de radio et là, on parle de nouvelles internationales, ce qui, avant... Honnêtement, même quand on a commencé le podcast, là, c'était déjà plus difficile. Tu sais, si tu voulais arriver le matin et dire, bon, OK, on parle des élections en Allemagne, il y a au moins moitié du monde qui décroche en disant, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre des élections en Allemagne? Je connais pas l'Allemagne, je connais pas les partis. Et de plus en plus, il y a une soif de nouvelles internationales qu'on ne voyait pas avant. Je pense que ça a été porté beaucoup par les podcasts parce que vous citiez tantôt Joe Rogan, mais tu sais, les gens, même au Québec, en France, en Angleterre, écoutent des podcasts comme lui, puis là, ils se mettent à s'intéresser à des personnages qu'ils ne connaissaient pas. Tu sais, je ne sais pas, Bernie Sanders, J.D. Vance. Et c'est des gens qu'ils ne connaissaient pas et qui n'avaient pas de raison de connaître. Si tu es britannique, tu n'as pas nécessairement de raison de t'intéresser à Bernie Sanders ou J.D. Vance. Mais maintenant que tout ça est sur Internet, disponible à tout le monde, c'est comme si on est de plus en plus connecté sur l'actualité de partout. Tu sais, on a fait un podcast récemment où on parlait de ce qui se passait en Corée du Sud. Et là, tu te dis, normalement, c'est le genre de truc, il y a 10 ans, je pense que tu arrives dans une station de radio avec ta chronique, tu disais, aujourd'hui, regarde, j'ai un super bon dossier Corée du Sud. Puis l'animateur, il dit, ben là, t'as pas quelque chose sur le maire de Québec à la place, parce que là, on va perdre le monde. Là. Mais je pense de plus en plus, on s'en va vers là.
Il y a deux choses. Il y a une espèce d'alignement planétaire. Quand on dit qu'on est dans une bulle, là, puisque on donne l'exemple de la Corée du Sud, je pense que c'en est un bon. Regardez juste au niveau culturel. La musique qui se vend le plus depuis quoi, 7, 8, 10 ans maintenant, c'est de la K-pop. Demandez-vous si quelqu'un au Canada, au Québec, en Amérique du Nord entend parler des bands coréens qui tournent partout dans le monde, qui ont des gazillions de clics sur YouTube, qui sont vus et connus par tous, sauf nous autres. Et je pense que là où l'alignement planétaire est intéressant, c'est quand l'actualité nous force. Je pense que naturellement, les gens ne sont pas si intéressés que ça par l'autre. Mais aujourd'hui, il y a tout d'un coup 8 millions de Québécois qui se disent « Wow! Les tarifs, parce que je ne sais pas si vous écoutez, ceux qui écouteront vont l'écouter peut-être avec un certain décalage. Il y a des gens qui se posent des questions sur leur avenir. Ce qui se passait aux États-Unis avant, aujourd'hui, les intéressait peut-être pas tant que ça. Et soudainement, l'actualité est venue croiser leur vie. Hey, Robert, qui a une job dans Beauce, va peut-être être mis à pied parce que sa compagnie pourrait avoir des problèmes à vendre son stock aux États-Unis. Et c'est un peu la même chose pour l'actualité internationale. Là, tout d'un coup, on disait, bon, OK, il y a un gouvernement plus de droite en Italie, hop, plus de droite en Allemagne, hop, un peu plus de droite aux États-Unis. Là, il y a comme une tendance. Quand les événements internationaux croisent la vie des gens, La je pense pandémie. que là, ils se sentent interpellés Ah parce oui, que la pandémie. ni vous ni moi s'intéressons à un problème qui est épouvantable au Québec présentement, qui est par exemple la toxicomanie chez les Autochtones dans le Grand Nord du Québec. C'est un drame tous les jours. Ben, c'est parce que ça ne nous touche pas personnellement, ça ne croise pas notre vie. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas épouvantable, ça veut juste dire qu'on ne le voit pas et qu'on n'en parle pas entre nous. Alors, les problèmes, on s'y intéresse quand ils ont un impact sur notre vie. En fin de semaine, chez Métro et chez IGA, les gens en passant à la caisse disent wow, ça me coûte 14 piastres de plus que la semaine passée. Probablement qu'en retournant dans la maison après, ils vont dire chérie, tarif, ça a apparu en faisant l'épicerie tantôt. Là. Alors, il y a une curiosité plus grande de votre génération que de la mienne, je crois. Les gens ont plus voyagé. Maintenant, ils ont plus de référents. Quand ils vont en Europe, même sur une carte où il n'y aurait pas de petites lignes avec des noms de pays dessus, ils seraient capables enfin de faire la différence entre la France et l'Italie. Alors, maintenant qu'on a cette ouverture-là, je pense qu'on est plus sensible à ce qui se passe. Mais on le devient vraiment quand l'actualité internationale croise notre vie. S'il faut que le gouvernement fédéral fasse des choix de couper sur certaines affaires parce qu'il faut qu'on s'arme plus qu'on l'a fait dans les 30-40 dernières années, et s'il faut que tout d'un coup, il y ait plus de pression au recrutement par les forces armées canadiennes parce qu'on se dit peut-être qu'on va être obligé d'envoyer du monde pour maintenir la paix en Europe, puis là, on manque de staff un peu. Là, ça va croiser la vie des gens. Puis là, je pense qu'ils vont s'intéresser un peu plus à ce qui se passe à l'extérieur de la bulle québécoise. C'est absolument en lien, ce qu'on parlait tantôt, le fait que, puis on le voit clairement, que beaucoup de plus en plus, les médias, puis pas juste au Québécois, c'est partout, se fient à des agences internationales comme Agence France Presse, Reuters, Associated Press, pour parler de ce qui se passe ailleurs en dehors du pays, parce que, bien évidemment, comme tu le dis, ça coûte cher envoyer un journaliste sur place, mettons en Israël, ou faire du coverage. CNN sont devenus populaires comme ça des années 2000, mais à un moment donné, avec le truc en continu, avec l'Internet, ça devenait de moins en moins rentable de le faire. Et je pense qu'il y a eu, comme tu le dis, il y a eu comme, je pense, un trou, un vide, et qu'on dit l'univers a horreur du vide, et ça permet à des gens dans les podcasts, tu parles un peu de nous autres, mais il y en a qui s'intéressent davantage. Je ne vais pas lui faire une plug, mais Benjamin Tremblay de 7 jours sur Terre, il focus uniquement là-dessus. Puis il a pris la balle au bon, puis les gens sont intéressés à ça, parce qu'on voit clairement que les médias traditionnels, à part du copier-coller d'articles faits par un journaliste belge, tu sais, c'est pas mal la seule affaire qu'il y avait, tu sais. Mais en terminant, Alain, écoute, je me permets vraiment, sans me forcer pantoute, de parler un peu du programme, parce que, tu sais, je l'ai vécu au CRTQ, l'AEC en animation radiophonique et web, parce que contrairement à ce qu'on pense, il y a toujours, en tout cas, à moins que ça ait changé dans les 2 dernières années, la demande est toujours aussi grande dans les radios et dans les médias au Québec, ou beaucoup en région, mais pas seulement. Raconte-moi un peu comment, un peu le programme, en fait, pour ceux qui ne le connaissent pas, peut-être s'intéresser par la chose également aussi. Je te laisse ton pitch avant. Je pense qu'il n'y a pas de meilleur exemple de ce qu'on peut faire avec une formation que ce que toi, tu fais présentement, Joey. Parce que ceux qui l'écoutent le savent, ceux qui écoutent cette émission savent peut-être pas que Joey est le premier qui a terminé sa formation au collège et qui a commencé à temps complet
à faire du web. Si vous vous demandez où est rendue la communication, là, on en est là. Et je reviens, c'est drôle, on boucle un peu la boucle. Notre formation, c'est pas tant de former des animateurs de radio, c'est de former des gens qui ont envie de faire de la communication. Parce qu'on n'en sait rien où sera le monde de la communication dans 5 ans ou dans 10 ans. Est-ce qu'il y aura un peu plus de stations locales? Est-ce qu'au contraire, les stations régionales vont se dévitaliser puis il va y avoir seulement 3, 4, 5 grandes entreprises de communication? On ne le sait pas. Même les gestionnaires de radio ne le savent pas non plus. Maintenant, vous avez la possibilité d'être chacun votre propre média. C'est ça que ça donne, Internet. Quelqu'un qui a des bonnes idées puis qui voit les choses différemment a des possibilités plus grandes maintenant que jamais auparavant. Et il s'agit de voir maintenant est-ce qu'on maîtrise les outils de la communication. On peut avoir des maudites bonnes idées si on n'est pas capable de les verbaliser correctement, on va nulle part. Alors, l'idée de base, c'est de devenir un bon communicateur. On est dans un monde où il faut être curieux. La première bonne qualité qu'on doit avoir quand on fait ce métier-là, c'est d'être curieux, de s'intéresser à ce qui intéresse les gens qui nous écoutent, puis des fois, essayer de les devancer un petit peu en disant, ah, je vous en parle, là, vous allez peut-être trouver que c'est un petit peu de bonheur, mais voici pourquoi il faudrait vous intéresser à ça. Et après ça, la plateforme sur laquelle vous allez le faire, est-ce que ce sera la télé, est-ce que ce sera la radio, est-ce que ce sera en ligne? Vous verrez ce qui vous parle et ce qui vous intéresse. Mais je pense qu'à la base, si on a des bons outils, c'est-à-dire savoir s'exprimer correctement, être capable d'articuler son propos, maintenant, il faut de On plus en plus... en passant, hein, c'est pas, on s'attend pas que vous fassiez des alexandrins à la première journée, je vous le Ah confirme. non, ça, c'est une des premières choses que les gens réalisent. Ils ont l'impression que parce qu'on donne des cours de diction, on veut que tout le monde parle bien. Je ne pense pas que c'est ce qu'on a fait depuis le début du balado, puis on est comme on est. Ça, c'est une autre chose, d'ailleurs, qui a beaucoup changé dans le métier. J'appellerais ça l'effet Arthur, qui disait, je revendique le droit de parler à mes auditeurs de la même façon que je parle à mes amis. Alors, ça veut dire, on fait des efforts minimalement quand on est avec des gens qu'on apprécie, puis on essaye d'être intéressant parce que nos amis, ça doit être nos amis, on ne veut pas les emmerder avec des histoires qui sont plates. Alors, on doit devenir des bons raconteurs. C'est un métier de raconteur. Alors, si vous êtes un bon raconteur, vous allez aller voir une game plate du Canadien et vous allez peut-être être capable de la rendre intéressante pour les gens qui vous écoutent. Et vous allez peut-être lire un article très aride sur un sujet où vous dites, ça doit être intéressant, mais écrit de même, il n'y a pas personne qui va passer là-dessus. Je vais essayer de le vulgariser et faire une bonne histoire avec ça. Puis l'histoire, il y a un côté un peu péjoratif à ça. Histoire, ça veut dire la raconter d'une façon intéressante où les gens vont dire, hein, j'aurais jamais pensé que ça m'intéressait et pourtant ça m'intéresse. Alors, on essaie de faire ça le plus souvent possible. Et après ça, ce que vous ferez de ces outils-là, ça vous appartient. Que vous fassiez une carrière en ligne, que vous soyez chroniqueur sportif à RDS ou bien que vous soyez un journaliste à la colline parlementaire, ça revient toujours à la même chose. Il y a un événement que je vois auquel j'assiste, comment je vais raconter l'histoire pour que les gens aient envie de continuer de l'écouter jusqu'à la fin. J'espère que c'est ce qu'on a été capable de faire ce matin dans le balado, d'ailleurs. Yes. Et Arthur, lui, c'était un maître dans le. Moi, un des événements, une des fois qui m'a le plus marqué de lui, c'est j'avais syntonisé une émission qui animait il y a plusieurs années de ça. Et je vous niaise pas, là, je pense pendant une demi-heure de temps, il a raconté l'histoire d'un gars qui mâchait de la gomme à Thetford Mines. Et moi, je me disais, ça se peut pas, là. Ça se peut pas que ce soit ça que j'entends en ce moment. Il mâchait de la gomme. Puis là, tu sais, tu te dis, mais où ça s'en va, cette histoire-là? Puis là, tu n'as pas envie de sortir de la voiture, mais en même temps, tu as conscience que c'est absurde ce qui est en train de se passer là. Mais c'est ça, je pense que c'est quand même un peu une leçon à retenir, c'est comment raconter un événement pour le Absolument. rendre intéressant aux autres. Ah ouais, puis si je peux terminer, écoutez, dans mon cas, ça a duré 8 mois, puis j'ai déjà raconté plusieurs fois dans le podcast, je faisais mes études en Sciences Po à l'Université Laval avec la pandémie et tout ça, disons que j'étais comme en mode, OK, à l'âge que je suis rendu, où c'est que je vais? J'avais déjà entendu parler du CRTQ, je me dis, pourquoi pas, je colle à Alain que je connaissais zéro, je vais aller venir une journée voir à quoi ça ressemble. Puis, sérieusement, c'était le 8 mois que j'avais l'impression de ne pas aller à l'école pantoute. Là. Tu sais, Ah, c'est vraiment adaptatif. Les profs, c'est majoritairement tous du monde qui travaille dans l'industrie déjà. Fait que c'est pas ça les uniques jobs. Puis c'est pas juste du monde qui font de la radio non plus aussi. C'est vraiment le fun. Puis on s'adapte vraiment à ce que vous voulez faire, à ce que vous avez besoin. Oui, il y a des critères de courbe, il y a des examens, puis comme dans dans toutes les institutions, mais on est vraiment présent pour vous. Puis c'est vraiment, en tout cas,
c'est rare que je fais de la pub, mais garde, je suis biaisé, qu'est-ce que vous voulez? J'ai quand même gradué de cette école-là. Fait que, disons que voyons un peu le travail que ça fait, puis ça vous fait connaître, puis ça vous fait faire aussi connaître beaucoup de contacts dans différentes industries, parce qu'Alain, autant qu'il peut avoir, on parle de Radio-Canada puis de TVA, mais tu sais, s'il cherche un animateur à Amos en Abitibi, il va recevoir le call, puis c'est lui qui va être votre hub de toutes les stations de radio, médias locaux possibles de la province et même au Canada pour le reste. Là. Fait que même des gens aujourd'hui qui ont gradué du CRTQ il y a peut-être 20 ans continuent de suivre Alain juste pour voir les offres d'emploi des fois qui pop ici et là. Puis c'est vraiment des raisons aussi pourquoi on l'a invité, c'est que c'est vraiment une manne de connaissances toujours. Puis des fois, quand j'y demande l'heure juste, non biaisée, de garde, je t'aime bien gros, mais là-dessus, tu t'es carrément planté, ben je sais que c'est lui. Je sais qu'il va me le dire de manière Fred Setneck parce qu'il y a cette honnêteté-là, puis je l'apprécie beaucoup. C'est ça qu'il Fait faut. que, merci beaucoup, Alain. C'est vraiment super intéressant. Merci d'avoir accepté l'invitation. Puis j'espère que ça t'a fait découvrir aux auditeurs, puis également aussi le collège puis le programme aussi. Je pense que ça méritait beaucoup d'en entendre davantage parler dans le monde en évolution qu'on a aujourd'hui. Merci beaucoup de l'invitation. C'est vraiment très, très gentil. Chaque fois que je peux faire quelque chose avec des anciens étudiants, je trouve toujours ça super agréable et surtout le faire avec le pionnier de la radio en ligne en ce qui nous concerne. Avec Joey. C'est super le fun. Ouais, c'est vrai, fin, là, mais évidemment, j'ai un préjugé favorable aussi. Surtout que vous allez voir une grosse face sur le cadre au collège à travers tous les gradués, parce que j'étais le seul de ma classe à la fin. Ça aussi, c'était. Quand je disais qu'il était mon maître Jedi, c'était vrai. Parce que d'habitude, dans les classes du CRTQ, ça dépend des sessions. Des fois, on est 5, des fois, on est 18, des fois, on est 12. Mais à la fin, j'étais un des rares qu'à la fin, j'étais littéralement tout seul. Fait que Alain, il me faisait des shows de radio de 5 entrevues en 1 heure et demie, puis il me poussait à mes limites à parler de sport que je connais zéro pinball. Mais regarde, c'était le fun. J'ai pas regretté du tout. Puis pour ceux que ça intéresse, googlez ça, puis je suis sûr que ça va vous faire plaisir. Merci beaucoup de l'invitation, puis bon succès pour la suite, les gars. Yes, merci beaucoup, Alain. Salut. Bye bye. À la prochaine.